Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Elena Carlier. Bonjour Elena. Bonjour Edith. Elena est coach et je vais vous la présenter plus finement, mais je pense qu'un sujet qui nous semble très important dans notre vie aujourd'hui, c'est de trouver sa vraie place. Sa vraie place, moi je travaille beaucoup sur l'ikigai, c'est vraiment ce concept japonais qui permet de trouver sa zone de génie. Et Elena exprime souvent qu'il y a 95% des gens dans leur vie qui ne trouvent pas leur place, qui ne savent pas remplir leur vraie mission. Et je crois, Elena, que c'est ta spécialité que d'aider les gens à trouver leur place dans leur vie et accomplir le mieux possible ce pourquoi ils sont faits. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ce sujet aujourd'hui et peut-être te décrire un tout petit peu ton histoire? Tu te nommes souvent comme étant un gladiateur. Et c'est vrai que tu as quelque chose de… Moi, je t'ai connu il y a 2 ans, tu démarrais ta chaîne et ouf, quand tu as pris le train, tu as interviewé professeur Joyeux, tu n'arrêtes pas d'interviewer des gens top, tu commences à vraiment avoir une très belle notoriété et c'est vrai que tu fais partie des rapides. Alors, je pense que travailler ce sujet avec toi, ça ne peut qu'apporter beaucoup de valeur. Donc, en quelques mots, ton parcours, et puis après, tu vas nous dire comment on peut trouver sa place et pourquoi c'est si difficile, ce qui nous en empêche. Super, merci beaucoup pour l'introduction qui me touche particulièrement. Alors en fait, si je devais définir ce que je fais aujourd'hui en tant que coach, conférencière et formatrice, je dirais que j'aide vraiment les gens à oser changer de vie et à vaincre leur peur de passer à l'action. Alors c'est pas des mots que je choisis au hasard, c'est pas juste une façon de se présenter. Si je devais vraiment englober ce que je fais de manière, enfin présenter ce que je fais, je le dirais comme ça. Parce que, si tu veux, ce qui m'a amené justement à découvrir que j'avais envie d'aider les gens à changer de vie, c'est de voir justement, de constater que la plupart des gens dont tu en parlais ne sont pas à leur place au niveau professionnel, mais de manière générale n'ont pas forcément la vie qu'ils veulent, n'osent pas exprimer leur talent, n'osent pas exprimer leur unicité, n'osent pas être en phase avec eux-mêmes, ne savent même pas parfois qui ils sont. Et donc, ça me touche particulièrement. Alors, c'est pas par hasard, évidemment, que j'ai commencé à faire ce que je fais. J'ai un chemin de vie qui n'a pas été simple du tout depuis l'enfance, parce que j'ai vécu beaucoup de violence dans la famille. J'ai eu un papa qui était absent quand j'étais enfant parce qu'il était, je pense, en cavale. Donc, c'est quand même assez atypique. On en avait parlé d'ailleurs il y a 3 ans. Je me souviens que j'en avais parlé avec toi, ça t'avait surprise. Euh, j'ai pas vécu une enfance classique du tout, une enfance, alors ça existe pas réellement, mais je dirais une enfance normale. Je pense qu'on a tous une enfance qui est particulière, mais dans mon cas, j'ai vraiment eu du mal, si tu veux, à trouver des points communs avec les autres parce que c'était très particulier ce que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Donc ça n'a pas été évident du tout, puisque du coup j'avais beaucoup de mal à m'adapter à l'école, j'avais du mal à comprendre le sens de ce que je faisais à l'école, j'avais du mal à suivre, à comprendre l'importance de la matière qu'on voyait au cours, ce qui m'a amené à arrêter l'école assez jeune, parce que justement je ne voyais pas ce sens-là, je n'arrivais pas à trouver un métier dans lequel finalement je m'épanouirais plus tard. Je ne voulais pas être fleuriste, je ne voulais pas être journaliste, je ne voulais pas être policière, je ne voulais pas être médecin. Donc, je n'arrivais pas à trouver, si tu veux, ce qui, moi, en fait, m'appelait à ce moment-là, parce que je n'avais aucune idée, finalement, de ce qui était, de ce qui allait être mon chemin de vie par la suite. Sans compter que j'étais extrêmement voilà, mal à l'aise socialement, j'avais pas beaucoup d'amis, donc c'était vraiment pas simple. Je ne vais pas dire que j'ai vécu une enfance vraiment agréable, bien au contraire, j'ai beaucoup souffert aussi de ne pas oser m'exprimer, tu vois, aux autres. Aujourd'hui, je fais des conférences, aujourd'hui, je fais des interviews, aujourd'hui, j'adore ça. J'ai pu transformer cette peur que j'avais, tu vois, de m'exprimer, d'oser m'exprimer, d'oser être qui je suis. Et encore, je ne suis qu'au début de ça, parce que je pense que toute sa vie, on a à apprendre à être de plus en plus soi-même. Toute sa vie, C'est un on itinéraire. évolue, c'est ça. Et donc, voilà, pour me présenter brièvement, c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de décrire mon histoire. Donc, elle n'a pas été simple. Et donc, ce qui m'a amené, si tu veux, à aujourd'hui faire ce que je fais, c'est que moi-même, si tu veux, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon propre chemin de vie, déjà professionnel, tu vois. Comme je te le disais, il n'y avait rien à l'école qui m'attirait réellement, aucune matière. Je me disais que le bac, ça ne servirait à rien. Et de fait, aujourd'hui, je pense toujours que ça ne sert à rien, même si j'ai fait des études par la suite, paradoxalement. Donc, j'ai eu des métiers de commercial, différents métiers de commercial. J'ai créé une société à un moment donné. Puis, j'ai eu un job en immobilier qui a duré 12 jours, parce qu'après 12 jours, je me suis fait remercier et licencier, ce qui était extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, si j'avais la patronne en face de moi, je lui dirais merci.
Parce que oui, ça a été dur, mais ça m'a permis en fait de trouver mon chemin indirectement, puisque de là, j'ai commencé à me faire accompagner en coaching, puisque de là, j'ai décidé à l'âge de 27 ans de commencer des études supérieures, ce qui pour moi était un scoop à l'école, à l'époque, parce que quand tu n'as pas une famille qui est étudiée, tes parents n'ont pas étudié, quand justement tu n'as pas ces modèles-là de gens qui ont étudié autour de toi et que finalement, tu as un certain âge où tu es censé et tu travailles en même temps, c'est pas évident, tu vois. Surtout quand tu as des difficultés à l'école à la base, c'est pas simple. Mais je l'ai fait, j'ai fait mon bachelier en tourisme et gestion. Et ce qui m'a amené à faire ce métier, c'est le constat que les choses, enfin, je voyais pas ça avant, mais j'ai vu en fait dans les stages en entreprise que je faisais que les gens arrivaient vraiment le matin avec une tête vraiment triste et pas heureux en fait, vraiment une tête pendue jusque par terre, comme je le dis souvent. Et ça m'a beaucoup interpellée, cette période de ma vie, parce que moi-même, je n'arrivais pas à dormir à ce moment-là. Je faisais des insomnies. Je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. C'est seulement quelques années après que j'ai compris que je fais des liens maintenant. Quand je n'arrivais pas à dormir, c'est parce que, en fait, je n'étais pas à ma place, tu vois. Mais ça, il a fallu du temps avant de me rendre compte de ça. Et Les indices, là, ce n'est pas simple. absolument, c'est pas simple, c'est surtout après que tu peux effectivement voir retrouver les points, hein, comme je pense, comme dirait Steve Jobs, je pense. Et c'est vraiment les points que j'ai pu me rendre compte que voilà, à chaque fois que j'étais face à des insomnies, c'est parce que effectivement, j'étais pas à ma place, j'étais pas heureuse. Sauf Oui. que c'est très difficile quand tu n'as pas d'autres modèles, quand tu n'as pas d'autres possibilités, quand tu n'as pas étudié, quand tu te dis que tu peux pas faire d'études, quand tu sais pas ce que tu peux faire. C'est difficile si tu veux, de sortir de tout ça et de te dire que tu peux quand même y arriver et faire quelque chose. Et ce constat que les gens n'étaient pas heureux dans leur arrivée le matin, et moi j'étais interpellée, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on ne soit pas heureux dans son travail, c'est une chose, mais pourquoi si les gens ne sont pas heureux, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Et j'ai compris par la suite pourquoi est-ce qu'on peut ne pas changer de situation, entre autres. Mais ça m'a beaucoup Pourquoi touchée. justement? Pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi? C'est énorme comme statistique. 95% des gens ne sont pas à leur place. Mais on peut se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une situation qui ne C'est nous ça. convient pas? Est-ce que c'est par manque de conscience, comme tu parlais, des repères, des indices? Est-ce que c'est par manque d'entourage, de structure qui nous éclaire, qui nous donne des références? Par manque de courage, par manque d'idées? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on C'est n'ose ça. pas ou qu'on ne comprend pas? Dis-moi un peu. Alors, mais justement, avant l'interview, j'ai préparé 4 points qui, pour moi, me semblent des points très importants qui fait que les gens, effectivement, n'osent pas suivre un autre chemin. D'accord? Maintenant, effectivement, tu as parlé de courage, c'est un mot qui me parle particulièrement, tu vois. Parce que, d'ailleurs, c'est un peu… Gladiateur, courage. Quand tu te présentes comme gladiateur, le mot c'est toi, tu as pris à pleine main. Tu as bite, tu as mordu le truc et tu y vas. Tu ne lâches rien. Donc, on voit que le courage, la détermination sont très importants dans ton cas. C'est clair. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, euh, je pense que je pense pas que les gens manquent de courage. Je pense sincèrement qu'on a tous du courage en soi. D'ailleurs, je pense pas, j'en suis certaine, j'en suis convaincue. Si je te mets face à une situation où tu n'as pas le choix d'être courageux, tu seras courageux, tu seras courageuse. Si c'est pour sauver ton enfant, si c'est pour sauver quelqu'un que tu aimes, si c'est par amour pour quelqu'un, si c'est parfois pour une raison, pour ton trigger, quelque chose qui te touche particulièrement, tu vois. Et il faut les trouver chez les personnes. On a tous du courage en soi. Maintenant, c'est comme un muscle, tu vois. C'est comme un muscle que tu travailles régulièrement, que tu ne travailles pas. Mais bon, c'est pas le sujet de l'interview. Mais pour reprendre, mais c'est vraiment là-dessus que j'accompagne les gens, tu vois. C'est le courage. J'aide vraiment les gens, si tu veux, à développer leur courage pour aller vers là où ils désirent aller. Je les accompagne vers ça et je réveille en eux le courage qu'ils ont à la base, bien évidemment. Mais voilà, parce que parfois le changement fait peur, même quand c'est positif. On peut en parler. Euh, et donc, pourquoi, question très très intéressante, pourquoi est-ce que les gens ne changent pas de situation? Pourquoi est-ce que 95% des gens, que ce n'est pas un chiffre que j'ai inventé, c'est des statistiques que j'ai lues avant d'en parler en conférence, ne sont pas heureux de leur travail? Alors, j'ai mis 4 points par rapport à ça. Le premier, je dirais que c'est au niveau de l'éducation que ça se joue. D'accord? Donc, au niveau de l'école, on est dans un système aujourd'hui où on ne nous apprend pas, si tu veux, à développer nos talents, à reconnaître nos talents. On nous apprend en fait à faire comme tout le monde. Je vais aller direct à l'essentiel, mais c'est clair, c'est ça en fait. On nous apprend à porter un masque depuis qu'on est enfant. On ne nous apprend pas forcément
à découvrir nos talents, nos forces, nos dons. Et donc, on peut se retrouver dans un métier par la suite qui peut correspondre à papa, à maman, à la société, mais pas à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas pris le temps avec l'enfant, si tu veux, d'aller chercher ses talents, tu vois. Qu'est-ce qu'il aime? Pourquoi est-ce qu'il est fait, cet enfant? Qu'est-ce qu'il aime faire naturellement? C'est vraiment ça qui revient souvent. Qu'est-ce qu'il aime faire naturellement? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qui le pousse, tu vois, de l'intérieur? Donc déjà, clairement, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, parce que rien que ça fait qu'on est formaté, en fait, à ne pas découvrir, si tu veux, sa mission de vie. Alors, on peut l'appeler mission de vie, on peut l'appeler comme on veut, peu importe, mais on n'est pas formaté à se découvrir et à vivre en phase avec nous-mêmes, tu vois. Donc ça, c'est le système Donc, il faut se éducatif. déformater. Si je comprends bien, la première chose, c'est d'identifier le format qui nous a construit, dans lequel on a été façonné, et déformater. C'est-à-dire considérer que c'est quelque chose d'extérieur, et c'est ça que tu fais. Tu vas aller déformater l'histoire pour trouver l'essence de la personne. Alors, ça dépend la personne en elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y a des personnes qui, déjà, tu vois, quand je vais accompagner quelqu'un en coaching ou bien en formation, puisque je fais des formations en présentiel sur la mission de vie, prochainement j'en aurai une en ligne. euh, Ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y a des personnes qui ont déjà une idée de ce qu'elles veulent faire, mais elles n'osent pas y aller. Tu vois, je prends un exemple classique, la personne est salariée, mais elle a envie de lancer son entreprise à côté, mais elle sait déjà ce qu'elle a envie de faire, sauf qu'elle a peur de le faire, tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Après, tu as des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles ont envie de faire. Donc ça, c'est encore une autre catégorie de personnes. Donc en fonction, si tu veux, de la... Et puis, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs possibilités, évidemment. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, on va travailler différemment, évidemment, en coaching, en formation. Euh, Maintenant, ça, c'est un fait, tu vois. C'est-à-dire que l'école nous forme de cette façon-là. Et donc, quelque part, on est tous formatés. De toute façon, on est tous formatés parce que notre corps fonctionne comme ça aussi. Le subconscient fait qu'on a besoin d'être formaté pour pouvoir fonctionner. Donc, ça a un sens. Maintenant, l'idée, c'est que, en fait, ce qui devient compliqué, c'est quand tu veux faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entourage. D'accord? Donc, tu veux, par exemple, tu es dans une famille de salariés et tu veux lancer ton entreprise alors qu'ils sont tous salariés. Au début, ça passe pas toujours très bien, tu vois? Non, parce qu'il n'y a pas Euh, les cadres, il n'y a pas les codes, il n'y a pas la maîtrise du contexte. Donc, ça fait exactement. peur. Exactement, ça fait peur. Et donc, du coup, j'en viens à la clé numéro 2, enfin, le point numéro 2 qui est l'environnement, tu vois. Ce qui est difficile, c'est que l'environnement, en fait, enfin, c'est pas difficile, c'est comme ça, l'épigénétique, donc l'environnement, nous influence de manière permanente, nous influence tous les jours, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, si tu es dans un environnement où, par exemple, tes parents te disent que tu vas pas y arriver, que tu es nul, que tu n'es pas fait pour faire ça, que tu vas faire papa comme docteur, que tu vas faire dentiste comme maman, et qu'en fait, on te met en tête que tu ne peux pas faire autre chose que ça, ou que tu es confronté avec, que tu es entouré d'amis, de gens que tu aimes, mais qui, par exemple, je prends vraiment cet exemple-là parce qu'il est très frappant pour l'instant, parce que je vois beaucoup que les gens que j'accompagne, si tu veux, la plupart veulent sortir du salariat, en fait, tu vois. Et donc, en fonction de ça, si tu es entouré que de salariés, il y en a qui sont très ouverts, il ne faut pas catégoriser les gens comme ça, mais ce sont deux mondes différents, tu vois. Tu prends l'entrepreneuriat, tu prends le salariat, ce sont deux mondes qui n'ont strictement rien à voir, deux manières de fonctionner qui n'ont strictement rien à voir. Et donc, tu as besoin à ce moment-là de t'entourer de personnes qui, au mieux des cas, a déjà réalisé ce que tu veux réaliser, quand tu sais ce que tu veux faire, et de voir que c'est possible, tu vois, de voir que c'est possible, de voir que c'est possible de faire un travail qui ne rentre pas forcément dans les codes de ce qu'on est habitué à voir, mais c'est possible de gagner de l'argent avec ça, tu C'est vois. explorer ce champ avec des gens qui savent, qui connaissent, c'est changer de milieu quelque part. C'est C'est ça. s'autoriser à changer de milieu pour aller apprendre, s'imprégner, observer des autres codes. Tu as raison, c'est très important et souvent on est limité par une vision du monde qui est héritée et des formats et de nos parents, puisqu'en effet c'était deux points. C'est ça, comment on a été construit, le milieu qui nous façonne, qui n'a pas les codes et qui peut avoir peur de changer de code. C'est ça. Très juste. C'est Oui. exactement ça. Et donc ça, tu vois, le travail qui demande du courage, justement, c'est que si tu veux lancer ton entreprise, si tu veux devenir artiste, ou si tu es artiste, mais que tu veux... Mais il faut que tu t'entoures d'artistes, il faut que tu t'entoures de gens qui font déjà ce que toi, tu aimes faire, de personnes qui sont déjà là-dedans. Ça va t'aider, en fait, ça va
t'aider à voir déjà que c'est possible. Parce qu'au début, quand tu lances un projet, quand tu veux changer une situation, ce qui se passe, c'est que tu peux penser que c'est pas possible. Tu peux penser que c'est pas possible pour toi parce que justement, tu as pas de modèle de référent autour de toi. Et donc ça, rien que ça, tu vois, je pense que si tu prends rien que cet élément-là, en fait, il peut déjà détruire une vie en réalité. Ça paraît tout simple, mais si tu n'as pas le courage à un moment donné de te dire, pas forcément, je vais plus voir mes parents ou plus voir mes amis parce que je les aime, mais je vais peut-être moins les voir parce que je vais peut-être avoir des nouveaux amis, des gens avec qui je vais pouvoir parler de ce sujet-là. Tu vois, bien souvent, les personnes que j'accompagne ont besoin de validation extérieure et on le fait tous en quelque sorte, et j'en fais Autorisation, partie c'est aussi, ça. d'autorisation. Tiens, qu'est-ce que tu penses par exemple de cet investissement-là ou qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça? Sauf que bien souvent, les gens à qui on demande en savent moins, tu vois, en savent moins sur le sujet que nous-mêmes ou ne sont pas du tout experts. Et parce qu'ils ont peur, ils vont te mettre des doutes, en fait, par rapport à ce que tu veux entreprendre. D'où l'importance d'avoir cet entourage que tu choisis, que tu as vraiment cette liberté et quelque part ce devoir de choisir, tu vois, parce que ça va t'aider à aller vers ton chemin de vie. Mais ce que j'ai observé aussi qui est intéressant dans ces contextes-là, c'est que parfois tu vas choisir inconsciemment des gens qui vont te conforter dans tes peurs. La façon de légitimer que c'est très difficile et que tu as du mal à y aller, c'est d'aller écouter certaines voix qui vont te dire ben non, justement, tu ne peux pas. Et une des grandes vigilances que j'ai observées dans ma longue vie, c'est que quand on va vers des gens qui sont ou négatifs, souvent ils sont le miroir de nos peurs et se dire, tiens, pourquoi je vais chez elle alors de toute évidence, elle va me dire non, n'y va pas, parce qu'il y a un avantage caché dans mon histoire à ne pas y aller. Donc, Bien sûr, il ne faut être pas dupe de soi, parce que le choix des entourages, quand on est coach, quand on est mentor, on dit, allez chercher des gens qui ont réussi et des modèles inspirants. Mais parfois, on va chercher juste la validation inconsciente dans notre entourage proche. Nos amis disent, oh non, tu ne vas pas faire de l'argent, ça ne sert à rien. Non, tu ne vas pas faire ça. Il faut être très vigilant de ce que l'on écoute, qui souvent est le miroir de nos peurs. oui, C'est un très bon indice de vérifier autour de nous qui est-ce qu'on va plutôt aller écouter. Pourquoi? Tu sais que tu as envie d'aller là et pourtant cette personne-là va t'y empêcher. Pourquoi y vas-tu? Eh bien parce qu'inconsciemment, il y a une part de moi qui n'est pas prête. bien Ça, sûr, c'est une très bonne carte de lecture aussi. Ouais. bien sûr. Et je le vois en coaching, hein, tu vois, quand j'accompagne quelqu'un en coaching, j'ai récemment une personne que j'ai commencé à accompagner et c'est intéressant et je suis tellement maintenant habituée à voir ça que ça me fait même rigoler parce qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe chez les gens que j'accompagne et je pense que c'est général, hein, c'est chez tout le monde en réalité, c'est que même quand le changement est positif, il y a vraiment ce point il y a vraiment je sais pas comment je pourrais exprimer ça, euh, comme un choix à faire à un moment donné, tu vois, c'est-à-dire que le changement, même quand il est positif, il fait peur, en fait. Bien Et sûr. le système va tout faire, si tu veux, pour te garder dans ta zone de confort, dans ce que tu connais. Parce qu'on fonctionne de cette façon-là, naturellement. Tu Et vois, oui. on a besoin de ce qui est connu, on a besoin de se sécuriser. En tant qu'être humain, on a besoin de sécurité, tu vois. Ouais. Donc, le changement fait peur parce que tu perds tes repères à un moment donné. Et donc, Oui. ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut vraiment constater ça chez les personnes en coaching, même qui vont vers du positif il y a toujours parfois ces doutes au début en se disant est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, est-ce que vraiment c'est ce que je veux, etc. Et donc moi je suis là et c'est pour ça aussi qu'on vient chez moi, hein, clairement je pense, parce que mes clients que j'aime de tout mon cœur savent que je vais jamais les laisser retourner en arrière, tu vois. S'ils viennent chez moi c'est pour du changement et donc de là on va aller découvrir ce que eux veulent vraiment accomplir sur terre, tu vois. Et la Mais peur de réussir est parfois sous, plus larvée. Elle est plus, enfin, comment dire, la peur de réussir, elle est plutôt inconsciente et elle peut parfois masquer la réussite. C'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on arrive au bord de la réussite, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous retire vers le bas. C'est une phrase de Marianne Williamson qui nous a plus peur de notre lumière que notre ombre. oui, Réussir quelque part, c'est sortir de la masse et c'est une forme de solitude, de différence, de singularité. Et on se sent seul puisqu'on quitte un certain nombre de gens qu'on a toujours connus, qui nous ont supportés avec des codes. Et là, tout d'un coup, tu sors de la tribu quelque part. À moins d'avoir une vraie tribu à côté, de gens qui réussissent, c'est ce moment qui est difficile, c'est quand tu n'as pas encore trouvé la tribu qui réussit, dans laquelle tu te sens comme un poisson dans l'eau, et tu quittes ta tribu ancienne, qui est sur d'autres codes.
Et ce moment de solitude entre les deux tribus, il est terrible. C'est-à-dire, je réussis, mais à qui je me raccroche? Il Quelles est sont mes terrible. références maintenant? C'est un moment qui est très difficile. D'où la phrase de Marianne Williamson, et c'est très juste. On a plus peur de notre lumière, donc de notre puissance, que de notre ombre. Tout à fait. Et là, on a besoin d'être coaché. C'est en effet que tu as raison, tu ne les lâches pas. Quand tu as détecté le moment où elles sont dans cette bascule, le travail de la coach ou de la mentor, c'est vraiment de dire, allez, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on revient en arrière? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ah ben non, on y va. Et là, on a besoin de coach. Là, on a besoin de mentor. Là, on a besoin de gens à l'extérieur pour nous recaler. Puis de miroir aussi. Hein, parce que tu fais le miroir dans ces cas-là. Toi, tu vois ce qui se joue. Ce qui est inconscient, tu le vois et tu le mets en lumière. Absolument, absolument. Absolument. Et du coup, alors aussi très important, tu vois, c'est découvrir sa mission de vie, parce que tu me posais la question avant l'interview. En fait, donc si je ne sais pas, donc je l'ai dit, donc c'est l'école, d'accord. L'école à la base ne nous pousse pas, si tu veux, à trouver notre mission de vie. Les L'école ne nous pousse formats, en pas fait, à oui. être créatif, nous formate. Ensuite, à l'environnement, les parents. Donc parfois, ça peut très bien se passer. Tu as des parents avec qui ça se passe super bien, ils vont t'encourager dans tout ce que tu vas faire. Ce qui, en soi, n'est pas forcément la meilleure chose non plus, parce que ce que les gens n'arrivent pas à voir, c'est que là où tu n'es pas soutenu, en fait, tu apprends à te développer toi-même, tu vois. Et que quand tu as trop de soutien, quelque part, tu peux, d'un autre côté, ne pas te développer réellement à 100%. Donc, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux, entre le fait d'être Un bon soutenu. soutien, c'est quand même agréable. Bien sûr, agréable. Ça Mais c'est reste. pas pour autant que ça te pousse, toi, à te développer à 100% non plus. Tu vois, parce que dans le soutien, il y a aussi une forme de tu vois, quand tu n'as pas le choix, en fait, dans une situation, tu n'as pas le choix. Tu sais que quelque part, tu dois faire face. Tu dois assumer un peu comme une maman, tu vois, qui a 3 enfants ou 6 enfants. J'en ai accompagné une récemment qui a 6 enfants et qui a perdu son travail, enfin, qui avait plus de travail et qui devait gérer ses 6 enfants. Elle sait que soutien ou pas soutien, elle n'a pas le choix, tu vois. Elle a ses enfants à la maison et elle doit se battre, elle doit arriver à trouver une solution. Et parfois, bien sûr, on veut tous être soutenus, mais quand tu n'as pas le soutien à la base, tu l'as pas, tu l'acceptes. Enfin, il vaut mieux l'accepter pendant un petit temps. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'une fois que tu t'es formé entre-temps, une fois que tu as créé ce que tu voulais créer, là, même les gens qui ne te soutenaient pas, en fait, te soutiennent et te disent waouh, comment tu as fait? Mais il faut passer par là, tu vois. Il faut passer par cette boucle-là. Et parfois, c'est même au niveau, c'est familial, tu vois. Tu arrives à changer des croyances familiales, tu arrives à changer en fait une histoire de famille parce qu'il y a l'enfant de la famille qui est arrivé à faire des choses que d'autres n'ont pas osé faire, tu vois. Et donc, ça a un impact, c'est pour ça que je parle de mission de vie, parce que ça a un impact bien plus grand parfois que ce qu'on peut imaginer, qui est au-delà même de notre vie, qui est au-delà même de notre vie, qui peut nous amener à toucher les prochaines générations, par exemple. Parce qu'une personne a osé faire différemment, tu vois. C'est comme si tu changeais, en fait, si on considère que l'histoire familiale, les générations qui se suivent, c'est un chemin, à un moment, il y a quelqu'un qui va, hop, sortir du chemin et créer une autre voie. C'est Et ces ça. moments d'articulation sont importants. Et quand on peut le faire, quand on peut être celui qui va libérer la lignée de certaines choses de lourdes pour aller choisir un autre chemin, on fait des cadeaux aux générations qui viennent. Ça, C'est c'est clair. sûr. C'est clair. Mais c'est Et alors, intéressant comme finalement, tu vois, pardon de te couper, mais toi, la vision que tu as, toi, tu es gladiateur, tu as une enfance très singulière, hors norme, atypique, dans son espace, où en effet, tu as dû te construire contre vents et marées. Donc toi, tu vas avoir une sensibilité plus proche des gens qui finalement partent sans socle. Moi, à l'inverse, j'ai eu un socle très fort, avec une famille très porteuse, et j'ai trouvé ma puissance autrement. Et j'attire probablement des gens vers moi différents de ceux que tu vas attirer. On est aussi, en tant que mentor et coach, un peu, on est le fruit de notre propre histoire. Et l'énergie qu'on a accumulée, la nature de l'énergie qu'on a accumulée par notre histoire, va écrire ce que l'on a envie de transmettre. Et moi, je sens, quand je t'écoute, en tant que mentor, je le sens très bien, c'est ton énergie gladiateur. Des gens qui, en effet, ont des choses contre, difficiles, tu dois merveilleusement les libérer, parce que c'est ton histoire. Toi, tu sais quand il faut passer malgré tout. On passe. Et j'adore ton terme de gladiateur, c'est ça, ton terme. Moi, j'ai beaucoup plus dans la fluidité, la souplesse, tu vois, le côté très, très féminin. Mais finalement, c'est le reflet de nos propres histoires. bien sûr, Ce que tu intègres bien, c'est que tu as fait de ton histoire ta force.
Tu as Absolument. puisé dans ton histoire tes codes, tes références, ta façon d'avancer et d'aider. Et ça, La c'est très mission, c'est important ça que tu aussi, dis. ça se nourrir du fruit de sa propre expérience. Ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis, et je vais d'ailleurs rebondir là-dessus, parce que, entre autres, la mission de vie, elle est liée à ça, en fait, hein. Elle est clairement liée à notre histoire. Euh, alors, de l'enfance parfois, ou pas, ça peut venir par après également, hein, l'adolescence, la vie adulte, mais en général, ça se joue dans notre enfance. Et moi, mon message, si tu veux, il est celui-là, tu vois, que peu importe ton histoire, en fait, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, tu peux arriver à le transformer et en faire un cadeau pour les autres. Et peu importe l'histoire, que tu aies, même si je prends des cas extrêmes, que tu aies connu des viols, des agressions, des parents violents, des parents c'était complètement déstructuré, euh, peu importe l'histoire que tu as, en fait, que tu as eue, tu peux transformer et en faire un cadeau. Et c'est là où ça prend du sens. Bien sûr. Parce que quand tu vis des choses difficiles dans ton enfance et que finalement tu n'arrives pas à comprendre le sens de ce que tu vis, parce qu'en tant qu'être humain, on est tous portés par le sens, finalement, tout nous amène à. Enfin, tout est censé nous amener en tout cas à trouver le propre sens de notre vie, et plus largement que ça. Mais quand tu ne trouves pas de sens dans ton histoire qui est difficile, quand elle est facile, qu'elle est plutôt agréable, ça va. Mais quand elle est difficile et que tu n'arrives pas à trouver du sens, tu as l'impression que tu n'as pas de chance, tu as l'impression que tu ne mérites pas, tu as l'impression, il y a beaucoup de choses que tu peux penser après ça. Mais par contre, quand tu arrives à transformer ça, d'abord soi-même, parce que sinon on n'arrivera pas à aider les autres avec, et puis progressivement accompagner les autres avec, peu importe le domaine, hein, encore une fois. Bien sûr. Tu sais, certains, par exemple, ici on en parlait l'autre jour au téléphone, qu'il y a beaucoup, il y a des coachs, voilà, qui sont millionnaires, et qui fonctionnent très bien, etc. Mais parfois, qu'est-ce qui leur a donné envie finalement d'être millionnaires? C'est parce qu'ils ont quelque part connu la pauvreté, tu vois, d'une manière qui fait qu'ils ont tellement vécu la pauvreté et tellement dû se restreindre que pour eux, tu vois, ils ont voulu devenir riches pour soi et pour les autres. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus vivre ça. Mais ils ont trouvé cette force-là quelque part de vouloir être millionnaire, parce que c'est quand même pas si simple que ça, hein. On a beau dire ce qu'on veut, aussi dû au fait que ils ont vécu, si tu veux, à contrario, des moments parfois de pauvreté. Alors, pas tout le monde, hein, il y a des gens qui sont millionnaires et qui, à la base, ont une bonne famille. Mais parfois, on peut retrouver ça chez les gens qui deviennent très, très riches, tu vois. C'est qu'ils ont connu peut-être ou eux-mêmes ou leur famille, tu vois, des difficultés financières très fortes avec des parents qui n'arrivaient pas à payer leurs factures. Et ils ont souffert de ça, tu vois. Donc, c'était très dur quand ils ont vécu l'histoire, au moment où ils l'ont vécu. Mais c'est aussi grâce à cette situation, cette histoire qu'ils ont vécue, qu'ils ont pu finalement en faire leur mission de vie. Donc après, c'est subtil parce que c'est différent chez chacun, tu vois, Oui, et d'entre puis nous. il y a aussi une mode, hein, dans le coaching sur laquelle moi, là, je suis très, très vigilante. Cette mode des millionnaires où on vend l'idée d'être millionnaire. Est-ce que c'est vraiment un objectif de vie? Moi, je suis extrêmement vigilante et méfiante par rapport à ça, parce que depuis que je suis sur le web, c'est curieux. Moi, j'ai vécu dans des milieux où il y avait beaucoup d'argent. J'ai travaillé dans le luxe, non pas que j'en ai eu énormément, j'en ai eu toujours pas mal, mais c'est pas ça. Mais j'ai travaillé dans le Grand Luxe, quartier Saint-Laurent. On ne parlait jamais de ça. Or, depuis que je suis sur le web, j'ai l'impression que le Graal, c'est d'être millionnaire. Mais non, le Graal, c'est pas ça. C'est d'être à sa place. Qu'on fasse de l'argent avec, tant mieux, mais c'est pas le sujet. Or, aujourd'hui, ça devient une espèce de gâteau, là, soyez millionnaire. Mais à l'âge que j'ai, je dis, mais mon Dieu, mais attends, on n'est pas là pour ça. La mission de vie, si c'est faire des millions, ok, ben, le jour où on meurt, les linceuls n'ont pas de poche, hein. Non, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tout le monde n'y C'est arrivera juste pas. vigilante par rapport à ça, hein, parce que Oui, quand bien sûr. on ne rentre pas dans cette mécanique-là, qui pour moi déplace les lignes vers quelque chose qui n'est pas dans la mission de vie. C'est ça. Et de toute façon, tout le monde n'y arrivera pas parce que c'est pas dans les valeurs de tout le monde. Je veux dire, pour être millionnaire, il faut avoir l'argent en priorité. Si tu vois, c'est un peu le système de valeurs, c'est vraiment tu penses à l'argent quelque part toute la journée. Et tout le monde ne pense pas à l'argent toute la journée. Donc, tu Heureusement. vois, pour certains, par exemple, ça va être 3 000 euros par mois. Ils sont très heureux avec 3 000 euros par mois. D'autres, ça va être 2 000 euros. D'autres, ça va être 10 000 euros par mois. Donc, en fonction de ce que tu as besoin, de ce que tu souhaites. Mais voilà, moi, je ne suis pas trop non plus pour cette mode-là actuelle. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo parce que des fois, je suis un peu irritée de voir que, en fait, c'est presque, tu vois, l'argent à tout prix, quoi. Il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre des produits parfois pourris, très chers, pour gagner de l'argent. Et en fait, quelle valeur réellement tu délivres à tes clients, ça, c'est encore un autre sujet.
Mais voilà, mais en tout cas, ça existe. Et du coup, mais ce qui est intéressant de comprendre, ce que moi j'aime bien comprendre, c'est l'histoire de la personne, parce que tout le monde finalement n'arrive pas à être millionnaire, tout le monde n'y arrivera pas. Et en soi, c'est parfait, puisque tout le monde ne veut pas l'être profondément. Parce que tu vois, c'est aussi dans les missions de vie, c'est hyper important. J'aime bien en parler dans mes formations, c'est que en fait, on a une image qui est véhiculée de la société de ce qu'est la réussite. C'est-à-dire une grande maison, peut-être 2 enfants, un chien, voyager 5 fois par an. Tu vois, on montre vraiment ça comme la réussite. Sauf que si ça ne te parle pas à toi, en fait, et que toi, ton kiff, c'est d'aller voyager avec un sac à dos sur le dos, que toi, tu ne veux pas avoir d'enfant, que toi, avec 1 000 € par mois, tu es heureux, tu vas jamais te retrouver dans les codes de la société qui te dit que tu n'as pas réussi ta vie parce que tu n'as pas obtenu ça. Donc, l'idée de déconstruire, c'est aussi, en fait, de déconstruire finalement, c'est même plus que déconstruire, c'est trouver sa propre notion de réussite personnelle. C'est quoi pour moi la réussite? Qu'est-ce que je veux, en fait? Bien sûr, Qu'est-ce qui quelles est important valeurs pour moi? m'animent, comment je me vois. C'est ça, Bien sûr. On tu voit de vois? plus en plus d'ailleurs dans les entrepreneurs du web des nomades, hein. J'en vois beaucoup que je connais, dont des amis qui me disent, moi j'ai revendu ma maison, j'ai acheté un mobil-home et maintenant je cours l'Europe. Il y en a, ils vont partir à Bali, ils vont partir ailleurs. On voit bien que, en tout cas dans la nouvelle génération, moi je pourrais être ta maman, tu as l'âge de mon fils, tu vois. Dans la nouvelle génération, j'en vois beaucoup, et lui-même, mon fils qui a ton âge, c'est un nomade, il a 45 stamps sur son passeport, et sa vie, c'est justement construire en bougeant. Il a des amis partout dans le monde. Donc, vous êtes aussi une génération qui a ces codes qui auraient pu être les nôtres, qui n'ont jamais été les miens, mais qui auraient pu être les nôtres. Vous dites, attends, vous êtes gentil, moi, c'est pas ça qui me fait rêver. Donc, il y a aussi des glissements, hein, dans les valeurs. Et je pense que ce qu'on vit en ce moment, avec le confinement, avec le coronavirus, avec ce changement de paradigme, va encore plus renforcer cette vision de à quel monde j'ai envie d'être, dans quel monde j'ai envie d'être, à quel monde j'ai envie de contribuer, quelle est la mission que j'ai vraiment envie de déployer. Et chacun va trouver son espace dans ses valeurs. Donc, dans les gens que tu accompagnes, il y en a qui vont avoir des missions par rapport à la société, par rapport aux animaux, par rapport aux humains, par rapport à quelle que soit la thématique, mais ils vont trouver leur mission, et elle risque d'être accélérée par la période qu'on traverse, puisque le moment où on fait cette vidéo est dans un moment très singulier, qui est un changement de paradigme. J'imagine que la mission de vie, elle peut être revisitée. Et la mission de vie, elle peut changer au fil du temps aussi. Moi, je pense que la mission de Bien vie que sûr. j'avais à ton âge n'est plus la même à mon âge. Tu vois, il y a aussi ça. À chaque âge va avoir sa dimension. On va être plus ou moins spirituel, plus ou moins dans le matériel, mais on va évoluer. Et selon les périodes de vie, nos missions vont être revisitées aussi. C'est évident qu'entre nous, il y a Mhm. 30 ans d'écart, j'ai plus du tout la même mission que j'avais quand j'avais ton âge. Quand j'avais ton âge, j'ai couru le monde pour Saint-Laurent, pour le monde. J'avais le monde entier pour des gangs de produits. J'avais pas la même énergie qu'aujourd'hui. Donc, tu observes aussi, j'imagine, que les personnes que tu coaches, en fonction de leur âge, de leur état dans leur vie, elles vont avoir des missions qui vont évoluer. Et c'est cette écoute fine qui est importante de caler, hein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai découvert récemment une personne que j'écoutais et il a une formation d'ailleurs sur la mission de vie. Et il expliquait quelque chose qui était apparemment issu de recherches scientifiques alors je ne saurais pas très bien le décrire, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne l'ai pas encore approfondi, mais c'est l'idée finalement du fil d'Ariane, tu vois. Oui. C'est-à-dire que effectivement, on peut changer de carrière à plusieurs reprises dans sa vie. On peut même faire des carrières qui n'ont peut-être rien à voir d'apparence l'une avec l'autre, mais peut-être qu'on peut, et je pense qu'on peut retrouver en fait des façons d'exprimer certaines choses avec cette carrière-là, mais qui est tout à fait reliée en fait à ton Absolument. identité, à ce que tu veux apporter au monde, et c'est juste une manière différente de le présenter. Tu vois, il y a 1000 manières d'accompagner les gens. Tu peux faire du coaching, tu peux faire la formation, tu peux faire des conférences, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des émissions, tu peux faire de la télévision, de la radio. Enfin, il y a plein de façons, tu vois, de pouvoir peut-être apporter un message, pouvoir apporter ce que tu veux apporter, qui peut paraître très différent, parce que des fois, tu vois des gens qui ont des vies, effectivement, tu te dis, mais ça n'a aucun lien, en fait, ça avec ça. Mais si vraiment tu... Par exemple, je donnais l'exemple concret d'un de mes clients que j'ai accompagné, qui était mécanicien, tu vois, qui était mécanicien et qui était passionné en fait par l'automobile et par la mécanique. Et il est arrivé chez moi pour d'autres raisons, mais entre autres pour ça, il voulait changer de métier en fait.
Et du coup, il veut devenir éducateur pour chiens, d'accord? Ah Donc, oui, quand là, tu on a du regardes, mal à voir le lien. voilà, effectivement, là, tu te dis, attends, éducateur pour chiens, mécanique, bon, qu'est-ce que ça a à voir? Et en fait, j'ai compris en travaillant avec lui que lui, ce qui lui plaît vraiment, c'est résoudre des problèmes, tu vois. Il jouait beaucoup aux jeux vidéo, il jouait beaucoup à pas mal de choses. Et j'ai compris que ce qu'il aimait, en fait, ce qu'il aimait vraiment, c'était résoudre des problèmes, tu vois. Et en fait, et résoudre des problèmes et faire que la personne se sente plus heureuse après, une fois avoir résolu le problème. Et donc, quand tu prends par exemple la mécanique, tu répares une voiture, ok, la personne t'a résolu un problème qui était plus ou moins complexe, la personne est heureuse de ça et ça crée quelque part de la joie de récupérer sa voiture parce elle refonctionne, etc. Et la voiture, c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'être humain. Enfin, pour moi, en tout cas, elle est importante, ma voiture. Pas pour tout le monde, évidemment. Tu prends en parallèle le fait d'éduquer des chiens, tu te retrouves aussi face à un problème qui est que le chien n'est pas éduqué, ce qui peut amener beaucoup de problèmes, en fait. Et pour le maître, pour les gens autour de toi, quand tu vas au parc, ça peut même être dangereux, un chien qui n'est pas éduqué, hein, si, ça peut créer des problèmes, des vraies sources de conflits. Et au final, bah, éduquer le chien lui permet en fait de résoudre des problèmes également, tu vois. Ce qu'il adore faire, il adore faire ça. Alors d'apparence, ça n'a strictement rien à voir, et en réalité, quand tu regardes bien dans le fond, tu vois, c'est une autre façon, si tu veux, de résoudre un problème, mais au final, on se retrouve quand même dans la résolution de problèmes, et ça, c'est ce que lui le touche à lui, en fait, tu vois. Euh, et ça va être très très spécifique pour chacun d'entre nous, très spécifique. Quand tu parles de fil d'Ariane, moi, j'en parlais il y a quelques jours avec un ami qui est coach. Et moi, j'ai fait 20 ans de marketing, 20 ans d'art, puisque j'ai même exposé aux USA, j'étais critique d'art, j'ai fait du développement personnel, et maintenant, je suis sur le web comme mentor. Et je me disais, dans finalement 40 ans de carrière, avec des choses qui me semblaient très différentes, quel a été le fil d'Ariane pour revenir? Et quand je réfléchissais, comme je savais que je sais que j'ai un profil, ce qu'on appelle le créateur. Eh bien, quand je réfléchis, même quand j'étais dans le marketing, c'était auprès de créateurs que ça m'intéressait d'aller. D'où Saint-Laurent, d'où Primrose Bordier, etc. Quand j'étais dans la création, l'art, c'était la création pure. Quand j'étais en développement personnel, c'était créer ce rapport à l'âme, à l'être. Ça allait créer la valeur humaine. Et maintenant, c'est ce que je fais. Et en fait, le fil conducteur, c'était créer de la valeur et créer quelque chose de différent, quelque chose de pétillant, des regards différents. Et parfois, trouver le fil conducteur dans notre histoire, il faut du temps. Je le vois maintenant avec le recul, mais je ne le voyais pas au moment où j'étais dedans. C'est après que tu te dis, mais comment j'ai fait pour être à la fois dans les directions marketing et dans les constellations systémiques familiales? Où est le point commun? C'était la création au cœur de l'humain. Et j'avais deux dominantes, créateur de valeur dans l'humain, avec ce côté spirituel, et créateur artistique. Et c'est ça. Mais en le faisant, en le vivant, j'en étais pas consciente. Simplement, il y avait une mécanique intérieure qui faisait que même le marketing, j'allais l'appréhender sous un angle de création et de valeur humaine. C'est-à-dire que j'allais plutôt vers les gens et j'étais un ciment dans l'entreprise. On ne se voit pas en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on a mon âge, c'est de regarder avec recul. Et après, on peut d'autant plus aider les autres à dire, attends, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce que tu fais? Si on revient sur ton client dans le garage, c'est ce que tu as fait. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce que tu fais? Et tu as trouvé, c'est une résolution de problème qui peut-être il l'appliquera de 10 autres manières dans sa vie. Il aura peut-être maintenant c'est les chiens, après ce sera autre chose. Mais si son fil conducteur, c'est le côté géo trouve tout, de trouver, il pourra l'appliquer partout. Mais ce fil d'Ariane, c'est important de le trouver et tu as raison. C'est aller trouver ce dénominateur commun, ce qui est vraiment au cœur d'une histoire, fait que tu trouves là où tu trouves ton jus, juicy, tu vois, quelque chose qui vraiment est savoureux. Et après, tu peux le déplacer dans toutes tes fonctions de vie. C'est intéressant au fil d'Ariane, c'est très juste. Oui, je trouve aussi. Et ton Et quatrième point, Elena? Et le quatrième point, donc le troisième, hein, c'était donc découvrir sa mission, parce que si je ne sais pas sa mission ou ce que je veux faire, tout simplement, c'est pas forcément ce que tu sais, on peut aussi se mettre beaucoup de pression avec le terme mission de vie. Euh, je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de parler de mission de vie, on peut tout simplement vouloir vendre des fenêtres, par exemple, ce qui n'est peut-être pas une mission, mais qui peut être aussi une mission.
Ça peut être, voilà. Mais en tout cas, la mission de vie, c'est Ne me fais un, pas parce que c'est rêver avec important. ça. Je pense que Comment? vendre des fenêtres n'est pas une mission de vie, honnêtement. N'est pas une mission de vie, mais tu sais, il y a des personnes qui pourraient adorer, par exemple, je pourrais prendre une autre histoire, tu vois, quelqu'un qui a été cambriolé, par exemple, dans son enfance, dans son histoire, peut désirer, par exemple, travailler dans... On a des histoires comme ça, hein, de personnes qui désirent, voilà, après travailler dans les Mais ports, c'est dans pas les... ce que j'appelle une mission de vie, là. C'est vraiment une réponse ponctuelle. Tout à fait. Non, non. Là, Après, c'est très différent pour chacun. Vraiment, il y a des personnes qui... Moi, je ne considère pas que c'est une mission de vie non plus, mais ça peut être une mission pour la personne. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce terme-là, qui pour eux, voilà, ils veulent juste gagner de l'argent, ils veulent juste... Bon, voilà, pour ces personnes-là, c'est peut-être plus compliqué pour moi de les accompagner. Mais en tout cas, c'est savoir ce que je veux faire, parce que si ce n'est pas clair, si j'ai pas trouvé ma mission, si j'ai pas trouvé ce que je veux accomplir, c'est normal que je reste dans une situation qui ne me convient pas. Tu vois, quand moi j'avais, par exemple, j'étais employée et que j'avais donc pas fait d'études à ce moment-là, euh, c'était impossible pour moi de faire autre chose parce que j'avais pas de diplôme. Et je pensais, j'avais la croyance à ce moment-là qui était erronée, hein, que sans diplôme, je n'arriverais pas à faire autre chose. Et donc, je restais dans une situation qui ne me convenait pas parce que je ne savais pas que autre chose était possible. Donc, il faut aller à la découverte finalement de ce qu'on veut faire parce que ça nous permet justement ben, d'avoir une direction. Tant que j'ai pas de direction qui est claire, je vais procrastiner, je vais rester là où je veux pas être. L'être humain n'aime pas le vide, donc il va pas rester dans le vide, il va vouloir s'accrocher à ce qu'il a parce que c'est humain et qu'on n'aime pas le vide, on a peur du changement en plus. Donc, c'est important d'avoir une direction, donc d'aller découvrir cette mission de vie, d'aller découvrir ce que tu veux accomplir, peu importe finalement ce que ça va être, peu importe, tant que toi, ça te rend heureux en fait. Et le quatrième point, c'est la peur du changement. Alors ça, c'est très clairement ben, le cas quand tu changes de situation, même quand elle est positive, ça amène des peurs. Le changement amène des peurs bien souvent. Et donc, c'est se confronter à ces peurs et c'est de passer à l'action malgré la peur. Il y a des personnes, et clairement, ce n'est pas du tout la façon dont moi je fonctionne, et j'accompagne entre autres ces personnes-là, qui, dès qu'elles ont peur, n'osent pas faire quelque chose, attendent de ne plus avoir peur, si tu veux, pour faire ce qu'elles veulent entreprendre. Et ça, malheureusement, c'est un peu le système inverse, c'est-à-dire que le fait de passer à l'action, même quand tu as peur, te permet d'être de plus en plus à l'aise, d'avoir de moins en moins peur. Tu vois, si on prend par exemple la prise de parole en public, franchement, des fois, c'est pas confortable de prendre la parole en public. Des fois, on peut avoir un peu de stress. Des fois, on peut l'appeler trac. Des fois, on peut l'appeler, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément confortable avant de commencer. Mais soit tu utilises ça comme levier en te disant, bah, c'est OK. Au pire, tu inspireras de toute façon toujours quelqu'un dans la salle. Soit tu te dis, ah non, j'ai peur, je suis pas à l'aise, donc j'y vais pas parce que j'ai pas envie que ci, j'ai pas envie que ça. Donc, avoir cette capacité on a tous, puisqu'on a tous du courage, à aller vers ce qui est important pour soi, justement, en traversant ces peurs. Oui, oui, bien sûr. Les peurs peuvent être un formidable moteur aussi, tu sais. La peur. La peur, le doute. Un jour, j'ai reçu cette phrase en me connectant, parce que je me connecte beaucoup. Le doute qui finalement fait partie de la famille de la peur, c'est la faille dans laquelle Dieu se glisse pour atteindre vos talents les plus précieux. Souvent, on passe par la peur et le doute pour ouvrir une espèce de faille dans laquelle quelque chose peut arriver qui te dépasse, qui t'échappe. La peur et le doute peuvent être une faille très fertile, un espace dans lequel quelque chose de plus grand peut arriver. Et donc, pour moi, c'est vraiment accueillir la peur en disant, OK, je m'ouvre à la peur, je l'accepte. Et il y a quelque chose qui va rentrer, quelque chose qui se passe de plus grand. La peur, la peur où elle est physique, parce que la peur, ça peut être un signal, grand danger. Mais celle-là, bon, quand elle est là, c'est un enfant qui traverse la rue, on le saisit. Mais les vraies peurs, les peurs sociales, les peurs de se montrer, c'est autre chose. Et vraiment, je pense que, et là tu as raison, c'est les accueillir, mais je dirais les accueillir comme étant fertiles. C'est juste prendre sa peur comme une meilleure amie. Lui dire, pas de problème, tu es là, tu as sûrement un sens. Viens, je t'emmène. Je t'emmène sur scène. Je t'emmène dans telle aventure. Je t'emmène avec tel client. Je t'emmène avec tel élément de ma vie. C'est l'emporter sa peur comme un merveilleux ami en disant pas de problème, je te prends, je t'adopte.
Et ensemble, on fait les choses. Mais bon, j'ai une vision très spirituelle des choses, comme tu le sais, hein, tu me connais un petit peu. J'ai une vision, disons, je pars souvent dans la grande philosophie de l'être, mais quelque part, on est sous-tendu par ça. Et la peur peut être un cadeau extraordinaire. Toi, tu dépasses tes peurs, la gladiatrice que tu es. Tu passes ton temps, tu y vas. Mais tu vois, tu as une optique gladiateur. C'est ça qui est amusant. En C'est fait, tu es ça. Et très cohérente avec ton histoire, Elena. merci de me le dire. Non, non, Il y a mais cette énergie de vie, c'est ce qui t'a guidée, ce qui t'a construite. Tu l'émanes. Je ne sais pas si tu en es même consciente, mais tu es vraiment dans cette dimension de ta propre histoire avec cette énergie de combattante qui est très forte. Hein. et Pas comme des mots. tu le disais, je passe. Comment? Ce n'est pas qu'un mot. Tu es gladiateur. Oui, oui, je pense que j'ai ça en moi, effectivement. Euh, mais je pense qu'il y en a un qui sommeille chez chacun d'entre nous. En fait, il faut juste trouver l'endroit où on veut l'exprimer. Et oui, effectivement, les peurs, si tu veux, pourquoi est-ce que je parle de peur aussi? Parce que j'ai beaucoup connu la peur, comme je te le disais, j'ai eu très peur de parler devant les personnes. J'étais au point vraiment que je pouvais même partir en courant. Quand j'étais dans la belle famille que j'ai rencontrée il y a quelques années, la première fois que je suis arrivée au restaurant, avant qu'ils arrivent, je suis partie du restaurant tellement j'avais peur de les rencontrer. Donc, et c'est plutôt rare, en général, j'ai toujours affronté, tu vois, quand j'avais peur, mais des fois, ça peut arriver de reculer parce que ça nous dépasse. Et effectivement, là, c'est plus des peurs de questions de vie ou de mort, mais apparemment, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais 98% des peurs sont illusoires, sont créées par un tas de choses. Et donc, Ouais. ça me force aussi à me former. Tu vois, aujourd'hui, je me forme beaucoup sur la peur pour aider vraiment les gens à éliminer leur peur, en fait, de manière profonde. Parce que je me suis rendu compte avec mon expérience que parfois, en faisant de l'hypnose, ça peut aider à améliorer certaines peurs, mais elles sont quand même toujours bien présentes, tu vois. Et là, j'ai découvert une méthode et je travaille dessus pour justement permettre aux gens d'éliminer vraiment la source, en fait, dans le cerveau et qui permet donc de pouvoir les aider à vivre avec moins de peur parce qu'au final, ça, on peut dire ce qu'on veut, mais ça nous pourrit quand même notre existence, tu vois, quand on est dans la peur comme ça en permanence. C'est pas Alors, gai. oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'approches pour les peurs. Tu as les méthodes, les NERTI, les TIPI, tu as beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Tu as énormément de méthodes. Moi, vu de mon âge et de ma fenêtre, avec tout ce que j'ai pu faire en constellation familiale et en hypnose ericksonienne, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quelle que soit la méthode, la peur, c'est déjà la rencontrer et la vivre vraiment comme une amie. La première chose, c'est la personnaliser. C'est la sortir de l'abstraction, de cette illusion du mental qui projette de façon absolument fantasmagorique des choses qui n'existent pas, ce qui fait que tu t'es enfui, par exemple. Tu as dû à un moment partir en live sur qu'est-ce qui va se passer s'il ne m'aime pas, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand tu donnes une forme à la peur, quand tu te la représentes, et tout d'un coup, elle peut prendre le visage d'un parent qui t'a transmis cette peur, d'un grand-père, d'une personne, d'un événement. Tout d'un coup, tu la sors de toi et elle devient extérieure. Et tu peux l'embarquer dans ton panier. C'est vraiment les peurs, c'est vraiment passionnant. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, tu t'es lancé le défi des 61 vidéos, ou 60, je ne sais plus. 60. Tu vois, tu en auras une de plus. Quand tu dis que tu avais peur de parler en public, c'est vraiment intéressant de voir que les défis que tu te fixes, et encore une fois, on retrouve la gladiateur, c'est tu y vas, 60. Et tu dis, au bout de 30, il faut trouver les 60 sujets. Mais tu as une façon de gérer tes peurs qui est, tu vas justement les pousser, les pousser, les pousser. C'est fantastique de voir ça. Et chacun va avoir sa façon de le gérer. Toi, tu vas le gérer en disant, voilà, j'avais peur de prendre… Maintenant, tu n'as plus, parce que tu es conférencière, mais tu te fixes des challenges. Voilà, ce n'est pas 21 jours, non, 60, direct. Comme si tu jonglais avec tes peurs toujours. Qui sera la plus forte? Mais parce que, Ta peur ou moi? parce que j'ai compris que la peur, en fait, pouvait être une très bonne amie, mais pouvait être très vicieuse aussi. Si j'écoute ma peur et que je ne veux pas faire les choses parce que j'ai peur, ma peur s'amplifie.
Et tu parlais de peur pour les conférences. Eh bien, je tiens à dire, pour que ça puisse aussi aider les personnes qui ont peut-être cette illusion-là, que parfois, ça m'arrive d'avoir peur avant de faire des conférences. Euh, et en fait, les premières conférences que j'ai faites, j'avais quasiment pas peur. Et récemment, j'ai vécu une conférence. Alors, j'étais peut-être moins en forme parce que j'étais malade, j'avais eu la grippe pendant une semaine. Donc, du coup, mon corps m'envoyait des mauvais signaux. Et j'ai eu très, très peur de prendre la parole en public. Il y avait une centaine de personnes ce jour-là. Et j'ai même hésité à aller sur scène. J'ai demandé à l'organisatrice, écoute, je ne sais pas, est-ce que vraiment les personnes qui sont là ont envie que je parle de ça? Est-ce que vraiment... Et j'ai eu très peur. Et je suis arrivée sur scène en disant, j'ai peur, Ouais. mais si la conférence peut aider une personne dans la salle, alors je peux mourir sur scène. Ouais. Parce que c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Je me disais, si au moins cette conférence peut aider une personne au minimum dans la salle à se dire, moi aussi j'ai des peurs, mais moi aussi, elle a peur, elle le fait. Moi aussi j'ai peur, mais je peux le faire quand même. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux personnes, c'est de se dire que même si tu as peur, tu vois, c'est OK en fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pas tellement la peur qui est un problème, c'est que en tout cas, c'est mon cas à moi, j'ai pas envie que les gens voient que j'ai peur. J'ai envie de montrer justement ce côté héroïque, ce côté prédateur, ce côté forte. J'ai pas envie qu'on voit ce côté où je peux peut-être, je sais pas, perdre mes mots, peut-être avoir un trou de mémoire, peut-être bégayer. J'ai pas envie qu'on voit ça en fait. Mais Et pourtant, et Elena, pourtant, c'est ça qui est beau. le plus Comment? beau cadeau que tu puisses faire, c'est justement venir avec cette peur et le dire et dire voilà. Parce que tu autorises Et ça d'autant demande plus beaucoup de courage, les ça. autres à le vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent, c'est dire non, il faut que j'ai une image de perfection, de solidité, ta. Je pense qu'on est beaucoup plus puissant quand on montre sa vulnérabilité. Parce qu'elle est plus vraie. Elle est Et plus ça prend vraie. du temps, hein. Eh bien Ça oui, mais prend on du a 30 ans d'écart. C'est normal, j'ai un peu d'avance quand même. Mais ça Il prend n'y a du pas de temps l'erreur. Oui. à se rendre compte de ça, Ah qu'effectivement, non, bien c'est. sûr. La- Mais oui. Mais plus tu comment? la montreras, plus tu seras forte. Parce que tu Oui, es forte. Donc montre ta vulnérabilité, il y a zéro souci. c'est ça. Tu peux. Mais Et c'est je dois vrai que encore c'est plus facile à 60 qu'à 30. Je reconnais. Mais c'est clair. même, c'est indispensable. Moi, souvent, je l'entends quand je me connecte. On me dit, mais la perfection, mais on s'en fout de ton image. Sois. Et plus j'arrive à être moi-même, plus l'impact est grand. Parce que tu touches au-delà des mots, tu touches avec ton cœur. Et C'est Dieu sait ça, si tu as un grand cœur. Tu peux toucher avec ton grand cœur. c'est clair. Mais écoute, merci Elena pour toutes ces belles choses que tu nous as partagées. Pour te rejoindre, euh, donne-nous ton site, même si on le mettra en dessous de la Oui. vidéo. Donc, Alors, donc pour me joindre, pour les personnes qui désirent me joindre, ce que je peux faire, c'est que. Donc, déjà, j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui s'appelle Elena Carlier. Donc, Elena, comme ça s'écrit, Carlier. Donc, on peut déjà, si les gens désirent suivre voilà, les vidéos que je fais, les et interviews, les il y a vidéos, etc. beaucoup de très très bonnes vidéos. Tu as vraiment une très belle chaîne. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai un site internet que je ne vais pas forcément donner parce que je pense que je vais changer de nom par après. Je vais garder ce site-là, mais je vais changer de nom. Mais par contre, je le mettrai en dessous de la vidéo, comme ça les gens On le pourront mettra en dessous de cliquer. la vidéo. Voilà. Exactement. Et alors, ce que je voudrais aussi offrir aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, celles qui désirent qu'on aille plus loin ensemble, si quelqu'un a envie si vous qui avez vu la vidéo, vous avez aimé la vidéo, eh bien, et que vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous avez un lien en dessous de la vidéo que tu mettras, Edith, du coup, pour qu'ils puissent Ouais, s'inscrire à une session avec absolument. moi que j'offre, Ouais. 30 minutes pour avoir déjà des clés que je peux leur apporter. Euh, et donc, c'est une session qui est offerte. Et ensuite, comme je te le disais, j'ai une formation en ligne qui va arriver dans les mois qui arrivent. Il faut que je Oui. la travaille encore Sur la mission. sur la mission de vie, entre autres. Donc, il y aura Mais tous pas les que. liens sous les vidéos. Il y aura tous les liens et ce ne sera pas que la mission de vie, puisqu'il y aura aussi, on va parler aussi de relations, on va parler aussi du courage d'être soi-même et on va aussi parler, puisque ma collaboratrice va faire le- va faire la formation avec moi et on va parler aussi d'indépendance financière, donc comment finalement devenir indépendant financièrement, D'accord. pas avec des promesses de devenir milliardaire parce que c'est pas, si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas, mais en tout cas comment est-ce qu'on peut atteindre cette indépendance financière qui en soi est très positive pour un petit peu sortir du système Très bien.
toujours de voir. Donc, vous aurez sous la vidéo tous les éléments pour rejoindre Absolument. Elena. Moi, vous me connaissez, donc vous savez aussi comment me joindre. Tout est en dessous. Prenez grand soin de vous et surtout, prenez le temps d'écouter ce qui vibre en vous profondément. C'est la première clé pour savoir si vous êtes à la bonne place. Quand ça vibre, quand le temps s'arrête, quand votre corps est bien, quand vous avez des bonnes nuits, quand vous sentez que vous avez plutôt envie de sourire que de pleurer, c'est que vous n'êtes pas loin. Et sinon, allez chercher ce qui vraiment fait sens pour vous. Parce qu'une vie de sens, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup pour Je l'interview. t'en prie, Elena.